La troisième chose, ce sont les soupçons de fraude. Le décompte tardif de votes par correspondance a redonné un très court avantage à Biden dans ces États, vous savez, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Géorgie sont comptés parmi. D'ailleurs, le décompte des voix n'est pas encore terminé au moment même où je parle en Arizona et en Géorgie. Ce décompte des voix a été exceptionnellement long dans ces États clés, ce qui n'a fait que renforcer les suspicions de fraude déjà présentes. En effet, pour pouvoir inverser la tendance comme ils l'ont fait, ces votes in-extremistes, qui ne représentaient selon les États que 5 à 10% des bulletins, devaient être particulièrement plus favorables à Joe Biden que le reste de l'électorat. Ça s'est révélé d'ailleurs exact dans des proportions qui sont plus que suspectes. Par exemple, 90% des votes par correspondance en Pennsylvanie, d'après la BBC, étaient pour Joe Biden. C'est quand même, du point de vue sociologique ou du point de vue statistique, j'aimerais qu'un statisticien ou un sociologue qui ne soit pas membre du Parti démocrate vienne nous expliquer s'il est vraisemblable qu'une telle opération ait lieu. Les votes par correspondance permettent en fait tous les abus. D'ailleurs, le journal Le Figaro a fait un témoignage d'un ancien démocrate qui a expliqué comment il procédait pour faire le trucage des élections. Alors, face à ça, les médias, tous dans une extraordinaire unanimité qui aussi rend suspecte les choses, ont eu des explications toutes faites. Il y a d'ailleurs eu déjà une explication préfabriquée. On nous a mis dans la tête, et on l'a mis depuis bien avant les élections, ça faisait un mois et demi qu'on nous mettait dans la tête que les démocrates voteraient davantage par correspondance. Ah bon? Et pourquoi donc? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? C'est comme si on disait, voilà, les gens qui votent pour Macron vont davantage voter par correspondance que les gens qui votent pour François Fillon. D'où ça sort? Est-ce qu'on peut nous sortir une étude sociologique qui montre ça? J'ai vu, il y en a qui disaient oui, mais parce que les démocrates, ils ont plus peur du Covid, ils respectent davantage le Covid. Non, écoutez, il ne faut pas se moquer du monde. Il y en a qui disent oui, mais parce que Donald Trump avait conseillé aux électeurs républicains d'aller voter sur place, alors que Biden aurait plutôt donné la consigne inverse. Tout ça, ça n'est pas suffisant. Ça peut éventuellement justifier une différence entre les votes par correspondance et les votes mis dans les boîtes de 2, 3, 4 points, peut-être. Mais on n'a pas un candidat qui fait 60% des suffrages dans les urnes et qui, avec les bulletins de vote reçus par correspondance, d'un seul coup, passe à 48, parce qu'il y a eu 90 ou 95% des votes par correspondance étaient pour son adversaire qui, dans les urnes, faisait 45%. Ça, d'un point de vue statistique et sociologique, c'est pratiquement impossible. Puis alors, il y a un deuxième argument qui a été avancé par les médias, c'est qu'il n'y aurait pas de preuves à ces fraudes. Moi, je vais vous dire un secret, je n'étais pas aux États-Unis. Donc je suis comme tout le monde, je ne sais pas s'il y a des preuves ou pas de preuves de fraude. Ce que je vois quand même, c'est que les républicains ont mis en ligne, d'ailleurs il y a un site des soutiens de Donald Trump en France, il y a un site, allez-y, vous avez une liste hallucinante de cas qui ont été soulevés, notés, filmés, enregistrés, signalés à la police et que sais-je, de cas de fraude qui parfois portent sur des dizaines et des dizaines de milliers de bulletins de vote. Il y a toutes les références. Allez-y. Allez-y, on vous montre le lien. Alors, moi j'en sais rien. Il faudrait enquêter. Mais dire qu'il n'y a pas de preuves, c'est quand même aller pousser le bouchon très loin. Au contraire, j'ai au contraire l'impression qu'il n'y a que ça, que des preuves. D'ailleurs, les républicains ou les proches, l'entourage de Donald Trump, a diffusé sur Internet des petits films que vous allez voir tout de suite, là, que je vais vous présenter, où on voit ce qu'on appelle des assesseurs ou des observateurs du Parti républicain qui ont eu l'interdiction d'entrer dans les bureaux de vote. Regardez. Ils ont installé une barricade de policiers tout autour du périmètre et ils gardent nos observateurs de dépouillement à distance, environ 40 mètres.
Clairement, quand vous voyez comment la salle est grande, vous ne pouvez pas voir chacun des bulletins. Vous pouvez voir seulement ceux qui sont près de vous. C'est, messieurs, l'homme qui a été volontaire et a été obstrué d'une manière horrible par la machine tordue démocrate de Philadelphie. Il y a également des films où on voit que dans certains bureaux de vote, les démocrates qui tenaient le bureau de vote, c'est une mairie démocrate, ont apposé des cartons pour occulter les fenêtres du bureau de vote pour que le public ne puisse pas voir ce qui s'y passe. Regardez, ça c'est quand même incroyable. Troisième vidéo, on a des vidéos où on voit, parmi les scrutateurs, les gens qui reçoivent les bulletins, on voit des personnes qui sont en train d'écrire sur les bulletins. Mais c'est quand même incroyable, puisque soit, comme ça fonctionne aux États-Unis, soit il s'agissait de cocher une case ou d'écrire le nom du candidat, soit éventuellement, si vous mettez des ratures, des choses comme ça peut invalider le bulletin. Donc jamais, au grand jamais, quelqu'un que quand on, par exemple en France, quand on dépouille des bulletins, bien il y a plusieurs personnes qui sont là, qui regardent, et d'ailleurs des observateurs des candidats différents qui sont juste au-dessus, alors que aux États-Unis, dans les bureaux litigieux, les gens étaient tenus à 30 mètres de la table, des tables, et puis les gens voient, et puis s'il y a un bulletin qui est raturé, etc., à ce moment-là, il est mis de côté, mais vous n'avez jamais quelqu'un qui se permet d'écrire sur les bulletins qui sont arrivés. Encore autre chose, une rumeur, mais c'est plus qu'une rumeur, enfin c'est en tout cas le président des États-Unis en exercice quand même qui le dit. Il y aurait eu ici ou là un logiciel électronique qui avait un bug, un drôle de bug, qui avait pour effet de transférer des milliers de voix de Trump à Biden. C'est un sacré bug. C'est un bug très politique. Ballots were counted for Democrats that were meant for Republicans, causing a 6,000 vote swing against our candidates. The county clerk came forward and said tabulating software glitched and caused a miscalculation of the votes. Since then, we have now discovered that 47 counties use this same software in the same capacity. Bon, il y a plein d'autres accusations, comme des votes de personnes décédées depuis longtemps, des personnes qui n'avaient pas le droit de vote, qui n'avaient pas la nationalité américaine, des personnes qui ont voté plusieurs fois, qui ont reçu plusieurs bulletins. Enfin, il y en a. C'est une désorganisation généralisée, ce qui d'ailleurs n'est pas fait pour surprendre outre mesure finalement les vrais experts des États-Unis, puisque je citais tout à l'heure l'affaire de la Floride. On s'était aperçu qu'il y avait des problèmes extraordinaires en Floride, que tout ceci ne marchait pas bien. En attendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rappelle que le vote par correspondance est une source de fraude absolument inimaginable, et que c'est pour ça qu'en France, ça a été interdit depuis 1975. D'ailleurs, je crois que dans le monde, il n'y a que 3 pays encore. Il y a les États-Unis, l'Allemagne et je ne sais plus lequel, peut-être la Suisse, qui sont des pays démocratiques qui autorisent encore le vote par correspondance, parce que ça n'est pas possible. J'ajoute d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y a des États où il n'y a même pas besoin de présenter sa carte d'identité. Vous votez comme ça. Alors, dans ces conditions, c'est quand même inimaginable, un scandale, un autre, que quasiment toute la presse française, à part l'article du Figaro qui a donné une fois la parole à quelqu'un qui dénonçait ces fraudes, c'est quand même assez extraordinaire que toute la presse française présente les accusations du président des États-Unis en exercice, quand même, de Donald Trump, qui a quand même remporté du premier coup quand même une vingtaine d'États, et qu'on considère que ces affirmations seraient complètement extravagantes, qu'il aurait complètement inventé, qu'il n'y aurait aucune preuve. Non. Regardez tout ce que je viens de vous montrer, il y a quand même des soupçons. Voilà. Et quand il y a des soupçons, on doit faire une enquête à charge et à décharge. Or, ce que je vois dans la presse américaine et malheureusement dans la presse française, c'est que tout ce qui concerne ces élections est traité par la presse, les médias français,
à décharge pour Biden, c'est-à-dire qu'on trouve toujours 1000 circonstances atténuantes pour Joe Biden, et à charge pour Trump. Systématiquement, c'est le billet fondamental qui n'échappe d'ailleurs plus à énormément de Français. En conséquence, depuis maintenant plusieurs jours, Donald Trump, président sortant, considère qu'on essaye de voler sa victoire par une fraude massive et industrielle, et il a annoncé des recours juridiques dans plusieurs États. Alors, que l'on soit pour ou contre Trump, que l'on considère qu'il a tort, etc., c'est une chose. Mais il y a un fait qui est là, c'est que Donald Trump ne reconnaît pas la victoire de Joe Biden, qu'il considère que cette victoire est une escroquerie par des multiplications de fraudes massives, et donc il va avoir des recours judiciaires. Et ça, c'est un fait. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle il est totalement inimaginable que les grands médias, suivis ensuite par les grands médias français, suivis ensuite par les dirigeants des pays, des satellites des États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, la France, se soient précipités, Mme Merkel, Monsieur Comté, Monsieur Trudeau et Monsieur Macron se sont précipités pour féliciter Joe Biden de son élection, alors que d'un point de vue strictement précis, l'élection doit avoir lieu une fois que les États ont proclamé la victoire, qu'ensuite les recours juridiques aient été purgés, comme on dit, c'est-à-dire examinés sur place, localement, après des décomptes, et ensuite éventuellement en remontant plus haut jusqu'à la Cour suprême, qu'ensuite les grands électeurs se soient réunis en fonction de ces résultats, qu'ensuite les grands électeurs aient élu le président, puisque ce ne sont pas les électeurs qui élisent, ce sont des grands électeurs, qui ont d'ailleurs, ce que l'on ne sait pas suffisamment, la plupart d'entre eux, pas tous, parce que ça varie selon les États, mais la plupart d'entre eux ont la liberté de vote. C'est-à-dire que même un grand électeur de Donald Trump pourrait voter pour Joe Biden ou l'inverse, notamment si on lui graisse la patte. Hein. Donc parce que la démocratie américaine, c'est quand même quelque chose de très particulier. Enfin, en gros, en général, les grands électeurs votent quand même pour le candidat pour lequel ils concouraient. C'est quand même le cas général. Et ce vote a lieu le 14 décembre. Donc de toute façon, et le nouveau président est formellement nommé, comment dirais-je, nommé président, futur président, et le président élu le 6 janvier. Et la passation de pouvoir a lieu le 20 janvier, traditionnellement, aux États-Unis. Donc il y a toute une procédure. Ce qui veut dire au passage que Donald Trump, il est président de toute façon, constitutionnellement, jusqu'au 20 janvier 2021. Lorsque j'ai vu dans la presse que les équipes de Joe Biden se proposaient d'aller le chercher manu militari et de le foutre à la porte de la Maison-Blanche, c'est absolument ahurissant que personne, encore une fois dans les médias, n'ait dit « Mais attendez, ça va, c'est pas possible. C'est un coup d'État. » Bon, pour clore ce chapitre, je dirais simplement que ça va pas. La Constitution américaine, je rappelle qu'elle a été acceptée le 17 septembre 1787 et qu'elle est entrée en vigueur en 1789, au moment où commençait la Révolution française. Imaginez que la France soit régie encore par une constitution qui date, la première constitution française, qui datait de 1791. Il y a des choses qui ont terriblement changé quand même en l'espace de 250 ans, ou à peu près 250 ans. Donc ça veut dire que cette constitution, elle est devenue complètement obsolescente. Et que les élections se déroulent aux États-Unis, en fait, dans des conditions de confusion, de chaos absolument extravagantes. Je note que si des élections avaient lieu dans un contexte aussi litigieux dans n'importe quel autre pays du monde non occidental, les médias crieraient au scandale. Est-ce que vous imaginez si cette affaire avait lieu au Venezuela ou en Russie ou je sais pas où on imagine très bien au Brésil, on imagine très bien ce que les médias occidentaux diraient. Mais les médias occidentaux, et les médias français en particulier, ont d'ores et déjà balayé d'un revers de la main, malgré l'abondance de ces soupçons, toute hypothèse de fraude de la part du camp Biden. Et ils accusent déjà Donald Trump de ne pas reconnaître sa défaite. Donc,
Ce deux poids deux mesures est quand même particulièrement choquant. Et on peut se poser la question, pourquoi seuls les démocrates américains seraient-ils au-dessus de tout soupçon de fraude? Est-ce qu'on imagine aussi ce qu'il en serait si la situation avait été inversée? Imaginez que ce soit Joe Biden qui soit à la place de Trump et puis qu'on voit arriver dans la soirée, dans la nuit et après l'heure limite, qu'on voit arriver des bulletins de vote qui soient à 95% pour Donald Trump.